Voilà. Alors, je peux dire en fait qu'au nom du réseau wallon de lutte contre la pauvreté et des témoins du vécu militant, on est très 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 content de vous voir là. On n'est pas du tout abattu, on n'est pas du tout déprimé, on est plutôt heureux de voir des personnes en chair et en os ici aujourd'hui, comme on en voit régulièrement dans les actions qu'on mène. On a envie, en os ça dépend, on a envie de continuer à mener une lutte forte. On sait que la crise sanitaire, on sait que bien des événements ont tendance à affaiblir, ternir, rendre abattus les gens, la société, les systèmes, etc. C'est peut-être le moment où on a le plus besoin de vigueur. Et c'est pour ça qu'on est très content de vous voir aujourd'hui et de démarrer l'année 2022 avec vous, bien que je dise démarrer l'année 2022 avec vous, en sachant que, par exemple, les témoins du vécu militant ont déjà rencontré 2 ministres la semaine dernière en présentiel pour leur faire savoir quelles étaient les demandes qu'ils avaient à leur adresser, les recommandations qu'ils avaient pour dire on veut travailler avec vous, etc. Donc vous voyez qu'entre le 1er janvier et maintenant, ça n'a pas chômé déjà, et donc bienvenue sur la place de l'Ange. On a toujours décidé au réseau wallon, sauf l'année dernière exceptionnellement, de faire des vœux publics, des vœux dans la rue, parce que c'est des vœux au milieu de la population. Alors, on est un peu moins nombreux cette année que d'autres fois parce que le Covid agit, mais c'est important pour nous symboliquement de dire que ce sont des vœux publics qui s'adressent à tout le monde, qui ne sont pas réservés à une catégorie de personnes, qui ne se passent pas sur des tapis feutrés, mais qui sont là où les gens se battent tous les jours pour arriver à changer les choses dans cette société. Alors, en guise de bienvenue, on va marquer le ton tout de suite, puisque vous savez que la petite invitation vous disait, on souhaite et on veut la suppression du statut cohabitant qui ferait du bien à tout le monde, à toute la société. Et on va commencer, en fait, cette introduction par un partage artistique. Alors, au-delà de vous accueillir avec plaisir pour ces vœux publics du réseau wallon, je voudrais dire que sur cette place, il y a un mélange de personnes un peu de tous horizons. Et c'est très bien comme ça. Il y a un mélange de personnes qui viennent des syndicats. Il y a un mélange de personnes qui viennent du monde mutualiste. Il y a un mélange de personnes qui viennent d'administration, de la région wallonne. Il y a un mélange de personnes, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, je pense. Il y a un mélange de personnes qui sont des acteurs de l'éducation permanente, du social, de l'associatif, de l'aide à la jeunesse. Et puis, il y a aussi l'équipe et les travailleurs du réseau wallon, et des administrateurs du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et parmi cette équipe du réseau wallon, je voudrais quand même informer plutôt, ou pas présenter les personnes, mais vous dire qui la composent un peu, parce que les 2 années qu'on vient de traverser nous ont amenés à sortir de nos zones de confort, si du moins au réseau wallon on a des zones de confort, parce que les combats qu'on mène ne seront pas du plus grand confort qui soit, même si on a un très grand enthousiasme à les mener parce qu'on veut arriver à des victoires, mais on est quand même sorti de notre zone de confort puisque nous avons d'une part développé une équipe de travailleurs qui sont en partenariat avec la région wallonne pour aider à répondre à l'urgence sociale à travers le numéro 1718 de la région wallonne, et ça depuis le début de la crise du Covid. Alors ce qui n'est pas rassurant, c'est que depuis le début de la crise du Covid, eh bien, le nombre de personnes qui doivent s'atteler à ce travail ne cesse d'augmenter, parce que dramatiquement, évidemment, le nombre de personnes qui viennent appeler sur le 17-18 en disant « je suis en détresse totale », reste très, très, très élevé, et plus seulement uniquement à cause de la crise du Covid, mais tout simplement parce que la réalité de l'appauvrissement est quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui, que des personnes aussi d'une classe sociale qui vit en flux tendu, comme on dit chez nous. On parle de la classe moyenne dont les revenus s'effritent, qui ne savent plus épargner, etc. De la même façon, sont en difficulté. Et puis, vous avez aussi les ménages frappés par les inondations dans notre pays, mais aussi des personnes qui sont issues de la migration, qui sont en difficulté. Et alors, vous dire d'ailleurs qu'à travers ce 17-18, la question de la crise du logement, qui est une vraie crise, celle-là, qui est une vraie crise depuis des années et des années et des années, est terriblement criante, elle est sur le terrain, elle y apparaît là aussi au niveau du 17-18. Donc voilà une partie de personnes qui se sont ajoutées dans l'équipe du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et puis
Il y a également 2 personnes qui se sont ajoutées dans notre équipe depuis le moment des inondations, à la mi-juillet. On a tout de suite été conscient au réseau wallon de lutte contre la pauvreté qu'une partie importante des personnes confrontées au drame des inondations sont des personnes qui étaient déjà dans des conditions soit très vulnérables, soit dans des conditions de vie tout juste équilibrées. Mais qu'un drame aussi grave, évidemment, fait basculer dans les difficultés bien plus grandes. Donc voilà, c'est pour vous dire que on essaye, en tout cas au réseau wallon, de s'adapter, d'être réactif, d'être incisif peut-être aussi, face aux difficultés croissantes qui sont là pour la population en Wallonie en particulier. Alors, vous dire aussi qu'au réseau wallon, vous l'avez compris, hein, malgré l'ensemble de ces drames, malgré les difficultés, etc., on garde la niaque et on a la niaque. On a la niaque parce que on a compris que, vous en avez entendu parler, hein, les grands débats sur le virus, le virus, on ne peut pas l'éradiquer, mais on peut le gérer, on peut l'atténuer, il sera saisonnier, il reviendra, etc. La grande différence avec la pauvreté, c'est qu'on peut l'éradiquer. Alors ça, si c'est pas un bel objectif et quelque chose de positif qu'on peut porter à long terme, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est des vœux pieux, c'est des paroles, c'est impossible, etc. C'est pas si impossible que ça, si on décide à un moment donné que la vision de la manière de gérer la société, c'est pour sortir de la pauvreté, eh bien, on prendra des décisions qui seront orientées dans ce sens-là, au plan politique, au plan économique et au plan de l'organisation de la société. Voilà, donc, oublions le virus qu'il faudra gérer, oublions surtout qu'il faut gérer la pauvreté, mais décidons d'en sortir. Et on espère d'ailleurs que les plans nombreux qui existent et qui se succèdent, notamment le plan en Wallonie qui s'appelle maintenant plan de sortie de la pauvreté, influencera les décisions qui seront prises et qu'en effet le titre de ce plan ne soit pas un vœu pieux mais une réalité appliquée par les autorités publiques et on sera dans leur dos. On sera tout le temps dans leur dos. On sera à côté, on sera derrière, on sera dans les salles, on sera partout pour tenter d'arriver à les convaincre de cela. Alors, vous avez entendu sans doute aujourd'hui d'ailleurs que Oxfam a sorti ses chiffres annuels et Oxfam rappelait ce matin que les 10 fortunes les plus importantes du pays avaient doublé leur fortune sur le temps de la pandémie, quand par contre le reste de la population s'est massivement appauvri pendant le temps de la pandémie et qu'aujourd'hui il y a une personne toutes les 4 secondes dans le monde qui meurt de la pauvreté. C'est rappeler que la pauvreté tue. Et quand on se souvient que la pauvreté tue, on se dit qu'on doit agir partout. Alors si elle tue dans le monde entier, on est à Namur, vous avez tous entendu parler de la réalité de Vincent qui est décédé dans la rue ici à Namur, une personne sans abri, qui était connue à Namur des services sociaux mais aussi de la population, mais qui voilà, est décédé dans la rue, mais pourquoi? Parce qu'il vivait dans la rue. Et ce qu'on doit constater, c'est qu'aujourd'hui, un ensemble de choses qui sont mises en place permettent de vivre dans la rue. Alors, on ne dit pas que les gens doivent sortir de la rue d'un coup, mais on dit juste que tous les dispositifs qui doivent être mis en place doivent l'être pour permettre la sortie de la rue chaque fois qu'une personne se sent l'énergie de pouvoir sortir de la rue. Or, aujourd'hui, on peut manger dans la rue, on peut aller dormir dans des abris de nuit, on peut, mais tout ça est satisfaisant ou insatisfaisant, régulièrement insatisfaisant, et donc la vie est là, dans la rue. Alors, on meurt l'hiver dans la rue. Vincent est mort récemment dans la rue, mais on meurt toute l'année dans la rue. Et le comble d'ailleurs, mais en même temps, on doit regarder ça d'un œil positif pour ceux qui portent ces actions-là, et il y en a parmi nous ici, c'est qu'on est tellement dans une société où il est évident qu'on meurt dans la rue, eh bien il y a des personnes qui portent des commémorations des morts de la rue dans plusieurs villes wallonnes et à Bruxelles chaque année, pour rappeler cette évidence-là, pour rappeler la quantité et le nombre. Alors, ces personnes qui meurent dans la rue, qui vivent dans la rue, qui sont gérées dans la rue, on va dire ça comme ça, sont pourtant des personnes qui ont une histoire, qui ont un avant, qui pourraient avoir un après dans leur vie, qui ont des relations,
qui ont des connaissances, qui ont eu ou qui ont encore des liens à des familles, etc. Et c'est, j'ai envie de dire, les personnes qui connaissent l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, en effet, mais la pauvreté, elle est partout, elle est derrière les murs aussi, etc. Donc voilà, si ça, ce ne sont pas des motivations pour se battre, qu'est-ce qu'il faut pour se battre? Et je pense que tout à l'heure, on dira qu'il y a un hommage pour Vincent qui est organisé à Namur, on peut le dire tout de suite d'ailleurs, c'est... Entre 9h30 et 11h à la rue des Carmes. Quel jour? Demain matin. Alors demain matin, entre 9h30 et 11h à la rue des Carmes, donc il y aura un hommage organisé pour le décès de Vincent. Avec un livre d'or pour la famille et les gens qui l'ont connu. Voilà, avec un livre d'or et de sympathie pour tous les gens qui ont connu Vincent, qui sont invités à pouvoir s'y rendre. Voilà. Alors, l'autre chose qui doit nous réjouir quand même, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement besoin d'étudier la pauvreté. Elle est étudiée en long, en large, en hauteur, en largeur, dans tous les sens. Et on n'a même plus besoin d'étudier les causes, on les connaît. On sait que le capitalisme débridé, accompagné de sa concurrence incroyable, de la privatisation de biens publics, de la privatisation de services, etc., est à l'origine de la pauvreté endémique, de la multiplication de la pauvreté, de sa diversité, etc. Et puisqu'on connaît toutes ces causes, on sait comment s'y attaquer. Alors ce qu'il faudrait aujourd'hui, et ça c'est un souhait et un vœu que le réseau a, et il tannera les institutions jusqu'à ce qu'on le fasse, c'est qu'on étudie le coût de la pauvreté dans notre société, qu'on étudie le coût de la gestion de la pauvreté au plan financier, mais aussi le coût humain de la pauvreté, et le coût aussi de la destruction de nos systèmes, mais aussi le coût d'investissements en fait qui ne sont pas satisfaisants, parce que régulièrement les gens bénéficient d'un certain nombre d'aides, qui sont des aides qui leur laissent tout juste le nez au-dessus de l'eau, qui ne vont pas leur permettre d'en sortir, et qui vont pourtant entraîner toutes sortes de dépenses. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on va continuer à faire des tarifs sociaux pour tout le temps, plutôt que de se dire il faut des revenus décents, plutôt que de se dire il faut supprimer ce statut cohabitant, plutôt que de se dire qu'il faut régler la politique du logement. Et donc il faudrait étudier ça et mettre ça dans une balance et se rendre compte que peut-être aujourd'hui, ce qui est dépensé n'est pas du tout satisfaisant pour les personnes, mais en plus leur reviennent dans la figure en effet boomerang parce que souvent on leur dit qu'elles coûtent cher à travers toutes ces aides, etc. En fait, elles ne sont pas mises en condition de pouvoir s'en sortir avec ces aides-là. Elles sont mises en condition, j'ai envie de dire, de dépendance accrue à de l'assistance qui est pourtant non souhaitée de leur part. Et donc, c'est important qu'on sorte de ce dispositif-là. Alors, on nous dit toujours c'est compliqué d'étudier ça. Mais beaucoup de choses sont compliquées à étudier. Il faut un jour décider de s'y mettre, agglutiner les chercheurs, leur donner les moyens de pouvoir le faire, que l'autorité politique se dise c'est important de le faire, et on pourra le mettre en route. Et là, on pourrait se mettre à discuter aussi alors de cette économie de la gestion de la pauvreté, des métiers qui gèrent la pauvreté, etc., plutôt que des politiques structurelles renforcées qui permettent de s'en sortir. Ça, c'est un vœu que le réseau a, et il se battra pour ça. Et on n'est pas les seuls à le vouloir, on n'est pas des farfelus à dire ce genre de choses-là. Vous savez, quand on rencontre parfois en interview des personnes du bureau du plan, parfois un économiste d'un côté ou l'autre, eh bien ces personnes-là nous disent dans les couloirs, vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire, il faut changer d'orientation. On le dit aussi de notre côté, etc. Donc ce ne sont pas des rêves de gens un peu écervelés qui crient dans le vide, c'est une réalité, c'est un changement de vision qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Alors, l'autre chose pour laquelle on a la niaque aussi, c'est parce qu'on sait, nous, en fréquentant le milieu populaire, on sait en rencontrant les gens qui vivent la pauvreté, qui sont appauvris, etc., on sait en rencontrant les gens dont certains disent ce sont des assistés, ils sont jamais au bon endroit, au bon moment, etc., etc., on sait que les gens sont preneurs de solutions, on sait qu'ils ont envie de faire partie de la solution. On sait qu'ils ont envie de donner du temps collectif à faire évoluer cette société. On sait qu'ils ont envie d'être reconnus et gratifiés à travers une participation à la société de façon constructive. On le sait, ça. Pourquoi on le sait? Mais parce qu'on rencontre les gens, on dialogue avec les gens, parce que d'autres organisations le font. Il y a des mouvements d'éducation permanente qui font ça régulièrement, etc. J'ai envie de dire qu'il y a toute une société chez nous qui est un peu un panel citoyen constant à travers nos organisations, mais que
l'autorité ne reconnaît pas ou ne reconnaît que sporadiquement comme des panels citoyens constants dont la parole est légitime, dont la parole est étudiée, dont la parole n'est pas farfelue, qui ne sortent pas n'importe quoi en ayant réfléchi sur le coin d'une table, mais qui pensent, qui réfléchissent, etc. Et donc on a la niaque parce qu'on veut ça de plus en plus. Et on a envie de dire aux autorités politiques, on ne vous considère pas nécessairement comme des ennemis. On va considérer certaines de vos décisions comme de mauvaises décisions que nous aurons envie de combattre. Mais on a envie de vous considérer comme des interlocuteurs, mais alors considérez-nous aussi comme des interlocuteurs. Et pas lorsque les textes sont finis, pas lorsqu'ils vont sortir et qu'il reste peut-être un point-virgule à mettre quelque part, ou pas tout au début pour avoir quelques idées et puis les voir se transformer, mais sans plus que les gens soient autour de la table. Et parfois d'ailleurs, même si on est évidemment favorable à la participation citoyenne, on est parfois un peu agacé quand on nous dit on va créer des panels citoyens, etc. C'est très bien, il faut en créer, mais sur le champ de la réduction des inégalités et de la lutte contre la pauvreté, s'il vous plaît, ne perdez plus de temps à créer des panels citoyens, servez-vous de ceux qui existent. Dans le champ de l'éducation permanente, il y en a énormément. Il suffit de les mobiliser, il suffit de leur faire de la place, il suffit de les recevoir, il suffit d'ouvrir les portes du Parlement, il suffit de demander à les rencontrer avec régularité, avec constance, etc., pour construire des dispositifs qui soient adaptés aux populations. Ça nous paraît tout à fait important. Donc les militants ne cessent de hurler ça. On est là, on est là, on est là. On veut bien participer, on veut bien réfléchir, on veut bien se poser des questions, on veut bien faire marche avant, marche arrière, réfléchir, revenir. On est prêt à ça. Et pour ça, il faut créer des espaces constants. Alors, on ne dit pas qu'on n'est jamais reçu, qu'on n'est jamais écouté, vous l'avez bien compris, hein, mais c'est dans un rythme qui est haché et qui est davantage piloté par l'agenda, j'ai envie de dire, des autorités, en fonction du rythme qui est le leur. On aimerait qu'il y ait quelque chose de plus équilibré dans ce sens-là. Alors, sur le plan du contenu, les témoins du vécu militant et le réseau, ils savent à quoi il faudrait toucher pour éliminer la pauvreté. Le statut cohabitant, on va en reparler. Je ne sais pas s'ils ont trouvé la chanson. Moi, je n'ai pas d'infos. Mais vous avez trouvé la chanson? Julie m'a dit 2-3 minutes. Ah oui, donc pas encore tout de suite, vous l'aurez. Alors, supprimer le statut cohabitant, une évidence pour tout le monde. D'ailleurs, l'autorité politique a bien compris que dans le cadre de la crise sanitaire, dans le cadre du chômage temporaire, le statut cohabitant n'était pas appliqué. Il a été supprimé pour ces gens-là dans le chômage temporaire, et tant mieux pour eux, également pour les inondations. Il l'est également pour les personnes dans le cadre des inondations qui sont relogées par quelqu'un qui éventuellement est au chômage, ou bien pour des personnes à reloger qui sont éventuellement bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou de la maladie invalidité ou de la pension. De nouveau, l'autorité politique a compris ça. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer d'enfoncer le clou à plusieurs pour que on fasse évoluer les choses, pour que on supprime le statut cohabitant le plus vite possible pour les jeunes. Pour les jeunes, au moins jusqu'à 25 ans, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut soutenir les jeunes de toutes sortes de façons. Et bien voilà une des façons qui ne serait pas négligeable pour soutenir les jeunes. Mais nous voulons aller plus loin, évidemment. Il faudra aller jusqu'à sa suppression totale. On sait qu'on ne l'aura pas sous cette législature-ci. Mais on espère bien que l'ensemble des acteurs s'associeront pour imposer ça lors d'une prochaine législature au niveau fédéral. Je vais vous énumérer quelques éléments sans plus les détailler trop. La justice fiscale, évidemment. La justice fiscale, sans justice fiscale, on va avoir difficile de régler tous les problèmes. Mercredi, il y a une manifestation devant le cabinet du ministre en charge de la fiscalité au niveau fédéral, organisée avec le réseau pour une justice fiscale, le CNCD et beaucoup d'autres organisations, la coalition Corona. Important de taper sur ce clou, je ne vais pas décrire plus, je vous invite à aller voir sur le réseau justice fiscale, mais c'est une priorité pour nous. Alors pour nous, le statut cohabitant, il est corrélé avec la sécurité sociale, évidemment. Comment consolider et maintenir la sécurité sociale, mais ce serait déjà une belle manière de la faire évoluer, la sécurité sociale, en supprimant le statut cohabitant pour ceux qui y sont soumis, et ce serait une fameuse simplification aussi. Et évidemment, la corrélation, c'est l'augmentation des revenus. Après, je vous l'ai dit, hein, politique du logement, éradication du sans-abrisme, pas des sans-abri. Hein.
mais éradication du sans-abrisme, avoir une politique orientée vers la sortie du sans-abrisme. En Wallonie, il y a des perspectives dans ce sens-là, il y a des choses qui ont été mises dans le plan de sortie de la pauvreté, il y a des dispositifs qui sont davantage financés. C'est un tournant qui se prend, c'est pas assez. Il faut plus, il faut mieux, il faut de façon structurelle, il faut être préventif aussi. Donc il faut organiser nos prisons pour que les gens ne sortent pas avec rien dans les mains. Il faudrait d'ailleurs se demander s'il faut des prisons comme celle-là, c'est encore une autre question. Il faut collaborer davantage et il y a des projets qui sont en cours entre l'aide à la jeunesse et la sortie de l'aide à la jeunesse. Heureusement, il y a des expériences en cours. Il faut collaborer entre aide à la jeunesse, CPS, monde du logement, etc. Il y a des petites expériences qui sont en cours. C'est très bien les expériences. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire que les expériences, quand elles font leurs preuves, c'est que c'est ça qu'il faut financer. Et il faut alors leur donner les moyens de prendre toute leur amplitude. Ce sont des éléments importants. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un lien intime entre climat, environnement, biodiversité et social. Et là aussi, il va falloir penser les réponses et les solutions au bénéfice des plus vulnérables. Comment va-t-on réfléchir les solutions mises en place pour que ces solutions n'échappent pas aux plus vulnérables? Comment va-t-on garantir d'isoler des logements en commençant par ceux qui en ont le plus besoin et en garantissant du logement à certains, etc. C'est un combat pas simple, hein. Il est disproportionné, il est plutôt perdant, comme on sent, mais il faut qu'on pèse nombreux dans la balance pour essayer d'infléchir ça et aller dans ce sens-là. Et alors on pourrait développer aujourd'hui des tas de métiers choisis par les gens, de proximité, respectueux, avec un salaire convenable, dans la proximité qui serait des réponses à la biodiversité, à l'environnement, au climat, mais aussi au vieillissement de la population, mais aussi aux liens sociaux dans la vie des villages, etc., mais aussi à l'enfance et à la petite enfance. Au raison, on croit à l'emploi. On croit à l'emploi, on pense que c'est un liant, on pense qu'il est possible qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, on pense qu'il est possible qu'il y ait de l'emploi rémunéré pour tout le monde, et on pense qu'il est possible qu'il y ait de l'emploi de sens pour tout le monde. Alors de nouveau, on a le pot de fer contre le pot de terre, hein. Est-ce qu'on doit réfléchir à emploi de service public? Eh bien oui, on doit réfléchir à emploi de service public. Et aujourd'hui, c'est choquant quand on entend des autorités qui disent « Ah oui, mais tout ce qui est emploi de service public, ça coûte et ça ne rapporte pas. » Mais quelqu'un qui a un travail et un salaire décent, il contribue à la vie dans la société, il est consommateur, il se sent bien dans sa peau, et il va coûter beaucoup moins en dépendance, j'ai envie de dire, sociale ou en problème de santé, etc. Donc il faut réfléchir dans ce sens-là, même s'il faut aussi réfléchir à emploi privé, mais emploi privé de qualité. Et puis un point très important, le non-recours au droit. On nous parle toujours du non-recours au droit et on a raison. Il y a des tas de droits dans notre société dont les gens devraient bénéficier et ils n'arrivent pas à y accéder parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de papiers, parce que c'est rébarbatif, parce que par moment on n'a plus envie de se présenter dans des services où on a été mal reçu, etc. Mais vous savez ce qui cause aussi du non-recours au droit, et on oublie souvent d'en parler, les militants nous en ont parlé beaucoup, et on a rencontré les 2 ministres de la mobilité dans ce cadre-là. Mais c'est la mobilité. Comment est-ce qu'on accède à des services? Comment est-ce qu'on se déplace à partir de zones rurales ou périrurales? Combien est-ce que ça coûte? Et le nombre de gens qui nous ont apporté des témoignages en disant « mais nous, on ne s'est pas rendu à ce service-là, on n'est pas allé à tel endroit, on ne se soigne pas, on a raté un rendez-vous à l'hôpital, on n'a pas su payer pour aller là, etc. » Eh bien, voilà un élément qui contribue fortement au non-recours au droit. Et alors, un élément effrayant, moi j'utilise ce mot-là parce que je n'en vois pas d'autre, aujourd'hui, qui amplifie le non-recours au droit, ben, c'est ce qui s'est développé terriblement pendant cette crise sanitaire, c'est évidemment le télétravail et la digitalisation. Alors, on ne dit pas, nous, qu'il faut être contre toute digitalisation, mais la vitesse avec laquelle le télétravail et la digitalisation envahissent la société deviennent un véritable obstacle pour accéder à toutes sortes de droits, à toutes sortes de services, pour être reçu dans la temporalité qui convient aux personnes plutôt que la temporalité qui convient aux services, pour être compris dans la nuance, parce que de plus en plus, on est devant des papiers où il faut mettre une croix, oui, non, blanc, noir et rouge et vert, hein, comme on veut, avec évidemment peu de nuances, et d'autant plus quand on est des personnes avec des situations complexes, avec des problèmes multiples, où en effet, il n'y a pas un chemin tout droit pour régler les choses, alors là, télétravail et digitalisation, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, nous, on le voit
très très fort à travers le 17-18, à travers d'autres collègues du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté et un certain nombre d'acteurs autour de nous qui disent attention, plus, feu rouge allumé partout. Alors si notamment le télétravail correspond peut-être à un souhait d'une partie de travailleurs qui voient par là la manière de régler des droits qu'ils ne sont pas arrivés à obtenir dans le cadre du travail ou à régler un excès de travail, etc., en se disant on est chez soi, etc. Mais il faut mener le combat pour les conditions de travail. Mais il ne faut pas tout mélanger. Pour prendre uniquement cet exemple-là, dans le cadre du télétravail et de la digitalisation. Et ce qui nous effraie un peu, nous, c'est qu'il n'y a pas un ministre qu'on entend qui nous dise qu'une partie de la solution dans sa politique, c'est la digitalisation. On entend partout budget digitalisation, ça va aller, on va digitaliser, tout va aller beaucoup mieux. Alors, de nouveau, il faut évaluer ce qui marche en termes de digitalisation et au service de quoi. Donc, on sait bien que le train de la digitalisation ne l'arrêtera pas, mais il faudrait analyser tout ça avec beaucoup plus de finesse. Aujourd'hui, on en est déjà à certains endroits sur le territoire en Belgique où on teste, par exemple, les passages en justice à distance, à travers le digital, et voilà, et en se disant ah ben comme ça on va régler le problème de la mobilité, etc., etc. On sait que les plus vulnérables seront les broyés de ce système-là, c'est une évidence. Ça, c'est une caractéristique de nos recours au droit très important. Alors, une chose qu'on va défendre, et puis je vais bientôt m'arrêter au niveau du non-recours au droit également, c'est en fait de tenter d'arriver à développer une réflexion pour arriver à des CPS zéro sanction. Alors pourquoi arriver à des CPS zéro sanction? Ben d'abord parce qu'il faudrait déjà arriver à ce que la sécurité sociale fonctionne bien, à ce que tous les droits structurants apportent d'évidence du confort aux gens, droit au logement, etc., pour que le moins de gens possible se dirigent vers le CPS. Puisqu'aujourd'hui, on est un peu dans le phénomène inverse. On envoie tout le monde au CPS et de plus en plus de gens en ont besoin. Que les gens y aillent puisqu'ils en ont besoin. C'est pas à eux qu'il faut le reprocher, évidemment. C'est à l'organisation du système. Mais en plus, lorsqu'on se rend au CPS, bien les CPS, leurs réglementations sont devenues de plus en plus conditionnantes, mais parfois jusqu'à une possibilité de sanction qui peut tout simplement faire perdre le seul revenu dont disposent les gens. Donc il faut quand même se poser la question d'une société qui peut en arriver à dire eh bien tant pis, le seul revenu dont les gens peuvent bénéficier, on pourrait leur retirer pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Vous êtes propriétaire ou locataire, il n'en sait rien. Imaginez que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'avez pas de ressources pour payer soit de votre crédit hypothécaire, soit de votre loyer, votre énergie, votre eau, etc. Est-ce que ça ne va pas vous mettre dans la merde accélérée du jour au lendemain? Donc il y a quelque chose qui est aberrant dans la logique de fonctionnement, et ça fait partie pour nous du non-recours au droit. Je vous l'ai dit, on est aussi terriblement favorable au travail, je ne vais pas m'appesantir davantage là-dessus. Voilà, alors, on a envie d'y aller vers cette autre vision, cette autre orientation, vers cet autre projet. On a envie de continuer à avancer vers le droit à l'aisance, qu'on a déjà défendu, que vous voyez pendu là en dessous de la tonnelle, qu'on ne lâchera pas et pour lequel on mènera le combat. Et donc, je vais maintenant demander à Michel si la chanson est là, et donc vous faire profiter de la chanson de ces deux artistes. Oui. Alors, comme me le rappelle Julie, il s'agit de la compagnie du Bouton. Ce sont deux artistes qui habitent dans le sud Luxembourg. Voilà. Monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forain, madame l'ennemi, et puis toi le voisin bien pensant, je suis venu pour avouer que je ne suis qu'une cohabitée. Je suis habitée par plein de doutes, par plein de bambins et plein de routes. Je suis habitée par la peur et par la soif nuit certaines heures. Je suis habitée par le manque, par l'habitude des bonnes planques. Mais là, je n'ai pas devenu venir dans leur petit cœur et ton sourire. Mais là, je m'y attendais pas. Mais si la guerre, je connais ça. Mais là, je m'y attendais pas.
On s'est fait prendre comme des rats. Un paillasson pour deux, c'est doux. Ça rappelle moins de la solitude. Un paillasson pour deux, c'est mieux. C'est quand ça gratte comme sur la paille. Je suis venue pour avouer, oui j'ai pris le risque de l'épouser. En rendez-vous mon grande festaille, et pour vite qu'il ne s'en aille, on s'est trouvé, on s'est aimé, et puis on a voulu habiter ensemble à la lumière du jour, et sous les spots les photographes, en plein bonheur il s'est marié, là inutile de le nier, car cet écrit s'est installé dans ton carnet, dans ton cahier, et noir et blanc s'est imprimé, je ne suis qu'une cohabitée. Facilement tracé, facilement montré du doigt, de l'alliance de nuit noisée de vos manques de scrupules, roussi par vos manques de recul. As-tu déjà vécu, aimé, dans la lumière des jours heureux, ces jours qui est quand tout bascule, quand le salaire tombe à bas, quand le salaire tombe à ras, que les pâquerettes ne nourrissent pas, que le salaire disparaît, quand plus de salaire pour aucun d'eux. Alors, ces jours heureux qui aident à se sentir moins seul à terre, as-tu déjà vécu, aimé, ces jours heureux au fond d'un verre? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ici, notre bonheur est entaché d'une précarité contrôlée, une pauvreté bien tolérée, salement, 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 salement tolérée. Ici, le nid a trop de beurre, d'humidité et d'absorbeur. Ici, le nid a trop de beurre, ne pas arriver à boucler le mois, la semaine ou la journée, ne plus arriver à le fermer. L'œil qui s'expose à découvert, à mes amis de nos ressources, à mes amis de nos statuts, à mes amours de nos projets, mis à la porte de mon logis, où j'y le sors de par milliers de nos statuts cohabités. Je pensais pas qu'être dans la lumière me ferait devenir un être de l'ombre. Aujourd'hui on cherche comment se séparer pour du semblant. Avouer. Monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forêt, madame l'homme, et monsieur un voisin bien pensant, je suis venu pour avouer que je ne suis qu'une cohabitée. Et si je me plains bien haut et fort, peut-être que tu adouciras mon sort. Comment je suis, monsieur l'agent, j'avoue que je ne travaille pas. Et que, mais ça c'est un autre état, un autre statut à me mépriser. Monsieur l'agent, une autre fois, laisse-moi le temps de reprendre mon souffle. Reprendre ma clé, mon paillasson, avant de quitter ma cohabitation. Mais il y a quelqu'un au bout du fil, mais il y a quelqu'un au bout de l'écran. Je vous parle depuis tout ce temps et je me souviens que je n'ai pas payé la facture d'électricité. Mais il n'y a personne au bout du fil. J'aimerais tellement te rencontrer. Et pourquoi pas prendre un café et prendre le temps d'en discuter, oui, et prendre le temps de s'avouer. Monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forêt, madame l'homme, et toi, le voisin bien pensant. Mais je ne suis que la cohabitante. Pour les applaudir, on leur transmettra.
pense qu'il est inutile de faire de commentaires, hein, vous avez bien entendu. Simplement en invitant Laetitia sur le podium, vous dire que pendant la crise sanitaire, en tout cas pendant de nombreux mois, quand on était plus limité que maintenant pour mener des actions, le réseau en a profité pour se rapprocher d'acteurs culturels, de personnes du monde de la création, de chanteurs, d'artistes, de metteurs en scène, de techniciens, etc. Et a organisé un cycle de 7 rencontres croisées avec des personnes qui connaissent la pauvreté, l'exclusion, etc. et des artistes, et a mis en débat en quelque sorte entre eux des questions de vécu dans la société. Donc la question du statut cohabitant est venue sur la table, évidemment la question de la santé, la question du logement, etc. pour se rendre compte de la très grande fragilité des gens du monde artistique qui doivent chercher à vivre de leur métier, mais aussi du grand rapprochement qu'il y avait entre eux et nous. Et ce rapprochement, on a décidé de ne pas le laisser se rendormir. Ça, c'est ce qui risque d'arriver avec la crise sanitaire. C'est comment ne pas laisser s'endormir ce qui a été découvert et qui a émergé pendant la crise sanitaire. Et on va continuer comme ça des rencontres tous les dimanches à raison d'une fois par mois entre plusieurs acteurs culturels, des artistes et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour amplifier le travail ensemble. Voilà. Et donc, ça fait lien avec la chanson que vous avez entendue. Et alors, on va terminer par, vous auriez dû avoir un au début, l'autre à la fin, vous aurez les deux en même temps, par un texte que Laetitia va nous lire, qui porte également sur ce fameux statut cohabitant. Tu veux que je le tienne ou... C'est pas aidant. Il y a des choses que l'on ne sait pas sur la société et son fonctionnement en réalité. Le monde de l'emploi et les allocations de remplacement pour motifs variés. On entend parler de chômage, de revenus d'intégration sociale, de mutuelles, de pensions d'invalidité, d'allocations familiales majorées, de colis alimentaires, d'aides diversifiées. Mais on parle très peu du statut cohabitant. Et pourtant, il existe encore réellement. Depuis sa mise en place, plusieurs générations de personnes ont vécu, vivent son impact, l'appauvrissement. C'est une mesure d'un ancien gouvernement qui a mis en place ceci, provisoirement, est considérée comme cohabitant toute personne vivant sous le même toit qu'une autre et réglant avec celle-ci les questions ménagères, simplement. Que cela soit en couple, en famille, en colocation, qu'importe la relation entre les gens, partager le même logement aura un impact sur votre revenu lorsque vous percevez des allocations de remplacement. Un épisode de vie difficile, comme une maladie ou perdre son emploi, est ainsi encore aggravé lourdement, car le membre du ménage allocataire social n'a droit environ qu'à une demi-allocation. Aberrant. Une demi-allocation pour une personne entière, vivant dans sa vie un bouleversement récent. Perdre son emploi, ce n'est pas si facile que ça, tout comme vivre une maladie ou un incident de vie. Cela crée du stress, de l'inquiétude, de l'incertitude, une perte de repères. Rien n'est comme avant. Et c'est pile à ce moment que vient s'ajouter la difficulté de s'en sortir quand même financièrement. Couper en deux le revenu d'un ménage, d'une famille, et tout devient très compliqué. Impossible de se remettre à l'emploi ou de se rétablir au niveau de sa santé facilement et sereinement, quand des centaines d'euros indispensables pour vivre, se loger, se nourrir, se vêtir, bref, pour subsister, ne se trouvent plus là, présents, comme au temps de l'emploi. Impossible de vivre décemment. Rappelez aussi qu'elles sont encore bien sous le seuil de pauvreté, les allocations de remplacement. En tant qu'isolé, c'est déjà peu pour vivre. Mais avec un demi de peu, cela devient survivre. Oui, c'est vraiment cela, de la survie, car le cohabitant doit faire face au manque d'argent. Tout devient calcul, les dépenses mensuelles restent identiques, alors on se serre, on se prive, on découvre le vivre avec moins, les factures qui s'accumulent, les retards de paiement. Si on cherche de l'aide, il y en a. Colis alimentaires, épicerie sociale et autres pansements. On apprend comment ça marche, les conditions, les papiers à fournir, un univers différent, des preuves de revenus, un déshabillage de vie privée, ça prend tant d'énergie et de temps.
Voilà ce que l'on ne sait pas sur la réalité. Ce statut est juste un grand facteur d'appauvrissement. Il plonge d'un coup dans la difficulté financière à un moment fragile de la vie. C'est juste dégoûtant. Comme il est dégradant de vivre son impact, de perdre son individualité, de ne plus être un entièrement. Les tensions, les déchirures qu'il crée entre les personnes, il brise des liens, il divise, si souvent. Il empêche le logement collectif, comme la colocation pour économie de loyer. C'est navrant. Les habitats groupés ou intergénérationnels, héberger ses grands-enfants ou ses grands-parents. Il entrave la liberté de vivre ensemble, il la complique, il empêche les solutions d'accès au logement. Il n'y en a déjà pas assez. Et en plus des bâtiments inoccupés, il y a ce frein à cohabiter intelligemment. Le statut cohabitant, il a fait son temps et déjà bien assez de dégâts. Basta, dégagez-le maintenant. On n'en peut plus, on n'en veut plus. À petit feu, il nous tue. Il appauvrit tant. Oui, il est appauvrissant. Le statut cohabitant, faiseur de troubles, de dérangements, il est grand temps qu'il foute le camp. Car il y a encore tellement de mots pour le décrire, scandaleux jusqu'à nous faire entendre par le gouvernement. Voici donc une partie de nos mots pour raconter ce qu'est la réalité de subir l'impact du statut cohabitant. Et il y a encore d'autres adjectifs qui viennent de nos témoins du vécu militant. Révoltant, incohérent, brisant, horrifiant, sanglant, intrusifiant, Raymond Biès. C'est vraiment pas... Attends, encore. Attends, répète. Brosse à dents. Oui, vous savez pourquoi il dit brosse à dents? Parce que souvent, mais brosse à dents, c'est la première chose qui va être contrôlée dans les visites domiciliaires. Donc voilà, statut cohabitant, brosse à dents. Et sinon, c'est vraiment pas aidant. On n'en veut plus vraiment de ce statut traumatisant. Brosse à dents. Alors, ben voilà, vous avez tout entendu là. Alors, on pourrait dire, tiens, le statut cohabitant, c'est l'affaire du fédéral, c'est pas notre affaire. Pour terminer sur ça, j'ai envie de dire, c'est l'affaire de tous les partis politiques. Et les partis politiques, ils sont à tous les niveaux de pouvoir. Donc, c'est à chacun des partis politiques de convaincre à l'intérieur de sa propre maison, j'ai envie de dire, l'importance de le supprimer. Mais c'est aussi dans l'intérêt du gouvernement wallon, des autorités locales, des communes, etc. Parce que si le statut cohabitant disparaît, les gens ont un confort financier plus important, et on l'a entendu, qui n'est pas encore terrible. C'est simplement des allocations complètes. Mais c'est tout ce qui ne devra pas revenir en compensation compensation sociale de tout type émanant notamment de la région wallonne et ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ou des CPS et ou des communes, et donc qui arrangera le portefeuille de tout le monde. Et donc c'est vraiment un combat tout à fait à porter tous ensemble. Alors voilà, on va s'arrêter là et en vous disant que nous on veut la suppression de ce statut cohabitant parce qu'on vous veut du bien, on veut du bien aux gens, on veut du bien à la Wallonie. Alors ces vœux, comme les vœux du Nouvel An, VEUX. Et donc vous pouvez aller visiter dans la petite tonnelle qui parle de statut cohabitant les objets du soupçon. Quand on est inspecté, vous avez entendu suffisamment dans ce qui a été dit. Vous pouvez profiter d'une crêpe, d'un vin chaud, d'un chocolat chaud. Vous pouvez aussi partager vos vœux avec nous et puis discuter avec celles et ceux qui sont là. Et je voudrais, parce que je vois qu'ils sont arrivés, dire aussi que dans l'ensemble des collègues là, qui nous ont rejoints, je vous parlais du 17-18 tout à l'heure des inondations, mais on a des jeunes collègues qui sont là, faites lever un peu le bras là, qui nous viennent de Bruxelles, qui travaillent avec nous à partir de Bruxelles. Voilà, Yasmina est là avec ses collègues. Et dans le cadre de notre projet éducatif particulier, eh bien, il y a un projet qui s'appelle Deal Jeunes sur Bruxelles et qui est porté par des jeunes qui sont entrés dans l'emploi pour voir vers quoi ils veulent aller, mais qui cherchent aussi à aller vers d'autres jeunes pour réduire le non-recours aux droits. Et tout ça est né aussi, d'une certaine façon, pendant la crise du Covid, mais on voit bien que, comme pour les inondations, comme pour les autres projets, le Covid, les inondations et tout ça n'ont fait qu'exacerber les réalités qui existaient déjà auparavant. Donc ne l'oublions pas et continuons à nous battre. Voilà, bonne année à tous, bon vœu à tous et on espère que vous serez avec nous pour ce combat contre
le statut du cohabitant pour sa disparition.